Bonjour tout le monde, je me présente, Maxime Lévesque. Je suis conseiller en aménagement du territoire et en développement régional pour la direction régionale du MAPAC au Bas-Saint-Laurent. Compte tenu que vous êtes pour la plupart des producteurs agricoles, je ne suis pas nécessairement un intervenant avec qui vous êtes habitué de travailler. Moi, ma clientèle, normalement, pour le volet aménagement du territoire, c'est surtout les instances municipales que sont les 8 MRC et les municipalités de la région. Ceci étant dit, moi aujourd'hui, je viens vous faire un exposé plutôt abrégé de certaines autorisations que vous devez obtenir avant de vous lancer dans un projet agricole. Je tiens à préciser que ma présentation, ça se veut être un survol de certaines obligations en lien avec des projets agricoles. Ce n'est pas une revue exhaustive là, de toutes les obligations légales qu'un projet doit rencontrer. Parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps à en discuter de l'ensemble de ces autorisations nécessaires pour différents projets. Vous le savez, pour ceux là, qui ont déjà réalisé des projets, vous devez cogner à plusieurs portes pour obtenir les autorisations avant même de donner un premier coup de pelle pour votre projet. Que ce soit au niveau des autorisations municipales, que ce soit pour obtenir un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, que ce soit auprès de la CPTEQ ou encore même auprès de nous, le MAPAC, vous devez faire plusieurs démarches pour obtenir le feu vert à votre projet. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans un premier temps, c'est quoi l'aménagement du territoire. On va aussi voir là, un schéma plutôt sommaire là, des différentes autorisations à obtenir. Plus précisément, ensuite, on va aborder la question des autorisations municipales à obtenir. Je vais aussi aborder la question des autorisations environnementales sans toutefois aller dans le fin détail. Et je vais conclure avec les autorisations à obtenir au niveau de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, soit la CPTEQ. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'aménagement du territoire? Pourquoi se poser cette question-là? Eh bien, tout simplement parce que beaucoup d'autorisations pour vos projets découlent de règlements comme les règlements d'urbanisme, qui, eux, en fait, découlent d'un très long processus de planification en aménagement du territoire. Il y a des outils de planification qui sont créés et adoptés par exemple, le Conseil des maires des MRC au niveau du schéma d'aménagement et de développement, ou encore des conseils municipaux des municipalités par exemple, le plan d'urbanisme, les règlements d'urbanisme, par lesquels on planifie comment on doit aménager, comment on doit développer le territoire d'une municipalité ou d'une MRC. Au Québec, comment tout ça, cet exercice-là de planification en aménagement du territoire a pris naissance? D'où ça vient, ça? Bien, il faut remonter dans les années 60-70. On assiste au Québec à cette époque-là à l'émergence d'un phénomène dans les villes du Québec, soit l'étalement urbain, surtout dans les grandes villes là, que sont Montréal et Québec. L'étalement urbain est l'ensemble des projets résidentiels, projets domiciliaires qui en résultent, est venu créer là, une pression énorme sur les terres agricoles qui ceinturaient les grandes villes. Ça a soulevé beaucoup d'enjeux et de préoccupations à l'époque parce que ça a engendré des pertes considérables de superficie agricole cultivée et plusieurs secteurs agricoles se sont vus perturbés par l'arrivée massive d'activités urbaines. Le gouvernement péquiste à l'époque de René Lévesque a réagi en adoptant deux lois, soit la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui vient entre autres définir les différents outils, différents instruments de planification et de règlement que je vous évoquais précédemment, là, comme par exemple les règlements d'urbanisme des municipalités, et aussi la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, par laquelle on vient assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture en créant, dans un premier temps, la zone agricole et également la CPTEQ. Puis ça, bien, je vais y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Les différentes autorisations pour un nouveau projet. Je vous présente ici un schéma relativement simple de différentes autorisations que vous devez potentiellement obtenir. Et je dis bien potentiellement parce que certaines autorisations ne seront pas nécessaires. C'est vraiment selon la nature du projet. Et moi, aujourd'hui, ce que je poursuis surtout comme objectif, c'est de vous rappeler que que vous avez l'obligation, en fait, d'obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires avant d'aller de l'avant avec la réalisation d'un projet. Ayez ça en tête. Quand vous avez un projet d'agrandissement, de diversification des activités, de nouvelles installations d'élevage ou encore d'un changement de production pour une nouvelle production, forcément, ça va impliquer d'obtenir des autorisations pour aller de l'avant avec votre projet. Alors, renseignez-vous.
Tout ça là, pour vous éviter en bout de ligne d'aller trop loin dans la conception ou la réalisation d'un projet qui peut s'avérer au final non conforme à une disposition d'un règlement ou d'une loi. C'est quelque chose, ça, qui est déjà arrivé. J'ai déjà reçu des appels de producteurs qui se sont fait dire que leur projet, par exemple, d'agrandissement de l'installation d'élevage n'était pas conforme à une disposition du règlement de zonage de la municipalité. Ça peut créer de l'insatisfaction, ça peut créer des déceptions parce que souvent, c'est des projets qui ont cheminé depuis longtemps, puis on en arrive à la toute fin avec les autorisations, puis ça ne fonctionne plus. Renseignez-vous en amont du processus dans votre réflexion pour voir qu'est-ce qui peut être prévu, qu'est-ce qui peut être permis, qu'est-ce qui ne peut pas être permis sur votre terrain en fonction des différents règlements, par exemple, règlement d'urbanisme de la municipalité. Je vous dresse ici les autorisations à obtenir en fonction des différentes instances. Dans un premier temps, l'incontournable, c'est la municipalité en vertu des règlements d'urbanisme. Ensuite, il y a la CPTEQ qui, elle, fait l'application de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Il y a le ministère de l'Environnement ou le MELCC avec la loi sur la qualité de l'environnement. Et il y a d'autres autorisations des fois à obtenir aussi, comme par exemple le MAPAC, si jamais vous avez besoin d'obtenir des permis pour faire de la transformation alimentaire, par exemple. Passons maintenant aux autorisations municipales, plus particulièrement les autorisations en vertu des règlements d'urbanisme des municipalités. En fait, il existe surtout 3 règlements auxquels vos projets doivent se conformer. Le premier, c'est le règlement de zonage des municipalités. Essentiellement, ce règlement permet de découper le territoire en différentes zones, par exemple les zones agricoles, les zones forestières, les zones urbaines, résidentielles, commerciales, industrielles, etc. Il permet également de classer les usages et les constructions selon différents critères et avec cette division en zones et cette classification des usages, il permet de régir pour chacune des zones les usages et les constructions qui seront autorisées et celles qui seront prohibées. Pour vous, là, pour vos projets, vous devez vous assurer que l'usage projeté est autorisé à l'intérieur de la zone. Évidemment, si c'est une zone agricole, de façon générale, les usages agricoles y sont autorisés. En dehors des zones agricoles, au règlement de zonage, c'est important de valider si la pratique de l'agriculture peut être autorisée. C'est également dans ce règlement-là qu'on prévoit le cadre normatif pour assurer une saine cohabitation entre les usages. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Le deuxième règlement, c'est le règlement de lotissement. Lui, il permet de contrôler le découpage des lots, comme par exemple le morcellement d'une terre. Donc, si vous avez un projet en démarrage pour une production maraîchère, par exemple, qui implique l'achat d'une partie d'un lot et le morcellement de celui-ci, vous devez obtenir une autorisation de la municipalité en vertu de son règlement de lotissement. Le troisième règlement, c'est le règlement de construction. Tout projet qui implique une construction de bâtiment ou l'agrandissement d'un bâtiment ou de la structure devra être fait en conformité au règlement de construction. Et souvent, pour ce type de règlement-là, dans les conditions à l'émission d'un permis ou plutôt au dépôt d'une demande d'autorisation, on va exiger que les demandes de permis pour les bâtiments agricoles soient accompagnées de plans et de devis d'ingénieurs ou d'architectes. Ça peut arriver. Il existe d'autres types de règlements d'urbanisme qui peuvent s'appliquer en fait à vos projets, mais essentiellement, ces 3 règlements-là sont des incontournables. Et j'ai dressé grosso modo un portrait de de ce que contient ces règlements-là, mais évidemment, il y a d'autres dispositions qui peuvent s'appliquer, mais je ne passerai pas nécessairement en revue l'ensemble de ce que peut impliquer ces 3 règlements-là. Un exemple ici, dans le cas du règlement de zonage, on parlait tout à l'heure du cadre normatif pour assurer une saine cohabitation des usages en zone agricole, par exemple, ben, on va retrouver des normes de distance séparatrice relatives aux odeurs causées par les productions animales dans le règlement de zonage. Je vous illustre ici un exemple d'une ferme laitière de 150 unités animales à proximité d'une résidence. Si c'est un nouveau projet de ferme ou pour un agrandissement du bâtiment d'élevage, une distance séparatrice doit être respectée entre le bâtiment d'élevage, l'enclos ou l'ouvrage d'entreposage des déjections animales et la résidence. Puis à l'inverse, il y a un principe de réciprocité qui s'applique. La résidence doit également respecter la distance prévue au règlement. Cette distance séparatrice est calculée selon différents paramètres prévus au règlement de zonage.
Dans le tableau suivant, vous retrouverez l'ensemble des paramètres et le facteur ou la distance qui est associée aux paramètres. Une distance de base est prévue selon le nombre d'unités animales. Ici, là, pour 150 unités animales de vaches laitières, la distance de base correspond à 416 mètres. Ça, c'est déjà prévu à l'intérieur du règlement de zonage. Un facteur est également prévu pour le coefficient d'odeur. Dans le cas d'une vache laitière, le facteur est de 0,7. Ce facteur-là va varier selon le type d'animal qui est prévu au projet. Un autre facteur est prévu pour le type de gestion du lisier, soit liquide ou solide. Un autre facteur est prévu selon la nature du projet, soit un nouveau projet ou un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage. Des facteurs d'atténuation peuvent être également ajoutés au niveau du système de ventilation utilisé ou encore une toiture sur une fosse à lisier. Ça peut faire, par exemple, diminuer la distance nécessaire entre l'installation d'élevage et la résidence, dans le cas présent. Et un dernier facteur est prévu, c'est en fonction de l'usage sensible à considérer. Dans le cas présent, on parle de la résidence. Ces facteurs sont multipliés à la distance de base de 416 mètres et on obtient la distance séparatrice de 116 mètres à respecter entre l'installation d'élevage et la résidence. Dans l'exemple que je vous ai montré, puisqu'il y avait 250 mètres qui séparent l'installation d'élevage de la résidence, le projet d'élevage de vaches laitières respecte amplement la distance prescrite de 116 mètres au règlement de zonage. Je vous mentionnais qu'un facteur était prévu là, en fonction des usages sensibles à considérer. En plus des résidences, d'autres usages peuvent être considérés pour le calcul des distances séparatrices. Par exemple, les terrains de camping, le chalet d'un club de golf, la plage publique, un périmètre urbain, une zone de villégiature. Tout ça, ça peut être des usages qui peuvent être considérés comme étant sensibles à l'intérieur du règlement de zonage, puis un facteur peut être attribué pour ces usages-là pour faire augmenter ou diminuer la distance prescrite à respecter pour les normes de distance séparatrices. Même chose au niveau du facteur relatif au coefficient d'odeur. Il peut varier d'une espèce animale à l'autre. Par exemple, le coefficient pour un porc est plus élevé que le coefficient pour une vache. Il va en résulter une distance supérieure à respecter pour, par exemple, une installation d'élevage porcine versus une production un élevage avec des vaches laitières. En plus des distances séparatrices, les municipalités peuvent adopter des mesures de zonage de production. Et ça, c'est surtout utilisé pour contrôler les productions à forte charge d'odeur. Et là-dedans, on inclut la production porcine, la production de renard, de vison et la production de veau de lait. Le principe est qu'une municipalité peut cibler des secteurs où, par exemple, la production à forte charge d'odeur pourrait être interdite. Le cas illustré ici correspond à ce que l'on retrouve comme zonage de production sur une portion du territoire de la MRC de Témiscouata. Dans les zones rouges, ce n'est pas possible de réaliser un nouveau projet d'élevage à forte charge d'odeur. Dans les zones jaunes, à l'inverse, ça pourrait être possible. À l'échelle des MRC, on retrouve différents types de zonage de production pour encadrer surtout la production porcine. Une chose qui est importante, c'est que le zonage de production vient s'ajouter au calcul des distances séparatrices qu'on a vues précédemment. Ça ne vient pas les remplacer. Un autre outil que certaines municipalités utilisent, c'est le contingentement des usages porcins. Cet outil-là ne peut pas être utilisé que pour contrôler le développement des usages porcins sur le territoire. Il ne peut pas être utilisé pour autre chose. Il confère aux municipalités la possibilité de prévoir pour différentes zones le nombre maximal d'élevages porcins que l'on peut y retrouver. Dans le cas présent, sur la carte qu'on voit à l'écran de la MRC des Basques, le règlement prévoit pour chaque zone de couleur un nombre maximum d'installations d'élevage pouvant s'y implanter. Donc, par exemple, si dans la zone ASE-4, en orangé, le nombre d'installations d'élevage autorisées est de 2 et qu'il existe déjà 2 installations d'élevage, l'ajout d'un nouveau projet ne serait pas autorisé. Et le contingentement s'ajouterait au zonage de production et au nombre de distances séparatrices qu'on a vu précédemment. Donc, on a les distances séparatrices, on a le zonage de production et pour la production porcine, on a potentiellement aussi le contingentement des usages. On ne retrouve pas ce genre d'encadrement-là pour les productions végétales. On retrouve ça uniquement pour les productions animales
dans le but d'assurer une saine cohabitation des usages en zone agricole pour justement diminuer les impacts que peuvent engendrer les odeurs sur les usages qui ne sont pas des usages agricoles. Voilà pour les autorisations municipales. Je sais que c'est rapide comme survol. Je réitère que ce que je vous ai mentionné d'entrée de jeu, valider avec votre municipalité la faisabilité de votre projet en vertu des dispositions normatives que l'on retrouve dans les règlements d'urbanisme en amont de votre processus de réalisation de votre projet. Pour ce qui est des autorisations à obtenir auprès du ministère de l'Environnement, je n'irai pas dans le fin détail. C'est très technique, c'est pointu concernant les autorisations nécessaires à obtenir pour des projets agricoles. Particulièrement là, avec l'entrée en vigueur du règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, qui vient en quelque sorte préciser le type d'autorisation à obtenir selon l'impact sur l'environnement du projet. Je vous illustre ici là, quand même un exemple pour la production animale. Rien ne change vraiment pour la production animale versus le avant l'adoption du règlement en question, hormis le fait qu'on vient préciser le niveau de risque environnemental des projets. Un projet à risque élevé va nécessiter des autorisations gouvernementales et possiblement des audiences publiques en environnement. Un nouveau lieu de production animale de 800 unités animales, par exemple, sous gestion de fumier liquide, est un projet à risque élevé. On s'entend là, ce type de projet-là, c'est un projet d'une très grande envergure, puis c'est plutôt rare. Un projet à risque modéré qui nécessite une autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, pour être réalisé. On a par exemple à ce niveau-là un nouveau lieu d'élevage dont la production de phosphore est égale ou supérieure à 4200 kg. Ça, c'est un exemple de projet à risque modéré. Un nouveau lieu d'élevage avec gestion sur fumier liquide dont la production annuelle de phosphore est inférieure à 4200 kg représente plutôt un projet à risque faible nécessitant qu'une déclaration de conformité au MELCC. Et, en terminant, un nouveau lieu d'élevage avec une gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore est inférieure ou égale à 1600 kg est considéré comme un projet à risque négligeable ne nécessitant pas de déclaration ou d'autorisation à obtenir auprès du MELCC. Ce principe-là d'encadrement des projets selon le risque environnemental s'applique aussi là, aux productions végétales en fonction du nouveau règlement qui est en vigueur. Que ce soit au niveau de la production acéricole, la production maraîchère, il y a des autorisations, des déclarations qui doivent être réalisées auprès du ministère de l'Environnement. Puis à ce niveau-là, moi, je vous invite à contacter le ministère de l'Environnement pour connaître l'encadrement qui peut s'appliquer à votre projet. Je vous laisse ici l'adresse vers en fait, le lien web vers le ministère de l'Environnement, le MELCC, où vous pouvez trouver beaucoup d'informations et aussi là, des contacts pour justement savoir qu'est-ce qui peut être nécessaire pour votre projet. Maintenant, en conclusion de cette présentation, je vais aborder rapidement les demandes d'autorisation à obtenir auprès de la CPTEQ en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. La mission de la CPTEQ, dans un premier temps, j'aime bien le rappeler, c'est de garantir pour les générations futures un territoire propice à l'exercice et au développement des activités agricoles. À ce titre, assurer la protection du territoire et contribuer à introduire cet objectif au cœur des préoccupations du milieu. La raison d'être de la Commission est d'assurer la protection du territoire et des activités agricoles. Elle est responsable de l'application des dispositions de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Tout ça, moi, j'ai été chercher ça sur le site web de la Commission, puis je vous le laisse ici à l'écran. Si jamais vous voulez consulter le site web, vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur les autorisations que vous avez besoin d'obtenir. En fait, même les déclarations aussi que vous devez fournir auprès de la CPTEQ. Tout ça, là, même également les numéros de téléphone pour rejoindre la commission, vous trouverez tout ça sur le site Internet de la commission. Et par territoire agricole, ce que je mentionnais précédemment, on sous-entend la zone agricole provinciale. Je vous l'illustre ici là, à l'écran en vert pour la région. Cette zone couvre une très grande superficie dans notre région. De façon générale, ce qui n'est pas en zone verte représente les vastes terres publiques, les terres de la couronne,
les cours d'eau comme le fleuve, les zones forestières ou les périmètres urbains. Les dispositions de la loi ne sont appliquées par la CPTEQ que pour cette zone verte. Je tiens à vous mentionner là, le principe de base de la loi voulant que la zone agricole est réservée pour la pratique de l'agriculture. L'article 1.1 de la loi énonce ce grand principe de base. Donc, l'ensemble des dispositions que l'on retrouve dans la loi ont été pensées et prévues en fonction de ce grand principe. Et qu'est-ce qu'on entend par agriculture au sens de la loi? En fait, c'est toute activité de culture des végétaux et d'élevage d'animaux. Les activités de transformation, d'entreposage et de conditionnement des produits lorsqu'ils proviennent majoritairement de la ferme du producteur. C'est important ici de retenir le majoritairement. On ne peut pas se transformer une ferme, par exemple, en une grosse épicerie où on viendrait vendre en minorité les produits de la ferme, puis en majorité des produits qui viendraient de toutes parts, de d'autres fermes, de d'autres exploitations, de la municipalité, voire même de la région. La vente des produits de la ferme, le fait de laisser le sol sous couverture végétale. Tout ce qui n'est pas prévu dans cette définition d'agriculture doit faire nécessairement l'objet d'une autorisation auprès de la Commission. Petite note importante concernant la notion d'élevage d'animaux, je vous présente ici un extrait d'un jugement de la Cour supérieure. Il y aura élevage d'animaux lorsque l'activité en cause impliquera un élément de reproduction ou de plus-value, c'est-à-dire une forme d'accroissement. Par plus-value, ce qui est entendu, c'est par exemple l'engraissement ou le dressage d'animaux. Par exemple, une pension pour chat ou chien en zone agricole nécessiterait une autorisation de la CPTEQ pour être exercée dans la zone agricole parce qu'on n'y retrouve pas nécessairement un élément de reproduction ou de plus-value. Ça s'apparente davantage à un usage commercial de pension pour chat et chien dans une résidence, par exemple. Donc, en zone agricole, on ne peut pas exercer un usage non agricole. On ne peut pas non plus procéder à la coupe d'érable. On ne peut pas morceler un lot ou prélever du sol arable sans obtenir une autorisation de la CPTEQ. L'agriculture et les activités agricoles sont les seuls usages autorisés sans qu'une autorisation de la CPTEQ soit nécessaire. Dans tous les cas, l'obligation d'obtenir des autorisations en vertu de la loi ne soustrait pas l'obligation d'obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires pour un projet, que ce soit d'obtenir les permis, certificats d'autorisation auprès de la municipalité ou encore le certificat d'autorisation auprès du MELCC ou d'autres autorisations comme par exemple les autorisations au niveau du MAPAC. Quelques exemples. Est-ce que l'on peut, sans autorisation de la CPTEQ, construire une installation d'élevage pour bovins laitiers? La réponse est oui, puisqu'il s'agit d'une activité agricole comme on vient de le voir dans la définition. Est-ce qu'un producteur maraîcher peut, sans l'autorisation de la CPTEQ, vendre ses légumes à sa ferme? La réponse est oui. Il pourrait même vendre des légumes de d'autres producteurs maraîchers à sa ferme, à condition que ce soit fait dans une moindre mesure que ses propres produits. Est-ce que l'on peut, sans l'autorisation de la CPTEQ, construire une résidence? Non, ça prend l'autorisation de la CPTEQ. Par contre, il existe des exceptions, comme le cas illustré ici. En vertu de l'article 40 de la loi, en gros, une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture peut, sans l'autorisation de la Commission, construire sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation, une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son employé. La notion de où la personne exerce sa principale occupation est très, très importante ici. Le producteur, là, pour obtenir ce droit, doit faire une démonstration à la CPTEQ que sa production agricole représente son principal revenu. Et c'est là où, pour un projet en démarrage, par exemple, ça peut devenir difficile de faire ce type de démonstration-là. Ça peut même prendre quelques années de vécu avec l'entreprise, avec des revenus qui sont en croissance, avant de bénéficier de ce droit-là. Est-ce que l'on peut, sans l'autorisation de la Commission, exploiter un atelier de transformation alimentaire sous forme de coopérative? Non, ça prend l'autorisation de la CPTEQ puisqu'il s'agit d'un usage qui s'apparente davantage à de l'industriel ou du commercial, même si la coop est constituée de producteurs agricoles. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la région.
Est-ce que l'on peut, sans l'autorisation de la CPTEQ, élever des poules sur son terrain? Oui, tout simplement parce que élever des poules correspond à ce que l'on entend par élevage d'animaux. C'est une forme d'accroissement, de reproduction, d'élevage. Est-ce que l'on peut, sans l'autorisation de la CPTEQ, exploiter une carrière ou une sablière? Non. Ça prend des autorisations de la CPTEQ puisqu'il ne s'agit pas ici d'un usage agricole. Quelques cas d'exception se sont ajoutés en 2019, sont permis sans l'autorisation de la CPTEQ, les aires de repos faisant partie du bâtiment d'une production acéricole dont la dimension est inférieure à l'aire de production. Certaines activités agrotouristiques, comme le service de repas à la ferme pour un maximum de 20 personnes, l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs, comme des roulottes, sans service pour 24 heures, et les visites guidées à la ferme. Ça, ça n'a plus nécessairement besoin, en fait, ça n'a plus besoin d'autorisation de la CPTEQ pour être réalisé en zone agricole. Est également exempté d'une autorisation de la CPTEQ l'exploitation d'un gîte touristique dans la résidence de l'exploitant du gîte pour un maximum de 5 chambres à coucher et de 15 personnes. Au niveau de la coupe des érables en zone agricole, une personne ne peut, sans l'autorisation de la commission, utiliser une érablière située dans la zone agricole, ni y faire la coupe d'érable, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d'éclaircie. Et par érablière, on entend un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de 4 hectares. C'est ça la définition au sens de la loi. Donc, dans une érablière qui correspond à cette définition-là, ce n'est pas possible de couper des érables, sauf si c'est fait pour des fins acéricoles. Maintenant, concernant le lotissement d'un lot en zone agricole, une personne ne peut, sans l'autorisation de la commission, effectuer un lotissement dans la zone agricole. Et une personne ne peut, sans l'autorisation de la commission, procéder à l'aliénation d'un lot si elle conserve un droit d'aliénation sur un lot contigu ou qui serait par ailleurs contigu s'il n'était pas séparé du premier lot par un chemin public, un chemin de fer ou une emprise d'utilité publique. Qu'est-ce que l'on entend par aliénation ici, là, au sens de la loi? C'est la vente avec faculté de rachat et l'amphithéose, le bail à rente, la déclaration d'apport en société, le partage, la cession d'un droit de propriété superficitaire. Donc, grosso modo, la vente d'un lot, c'est souvent ce qu'on voit le plus, c'est considéré comme un acte d'aliénation qui est visé par la loi. Par exemple, ici, le propriétaire du lot A ne pourrait pas diviser son lot en deux parties sans obtenir l'autorisation de la CPTEQ. D'autres exemples, ici, là, dans les deux premiers cas, à gauche et au centre, le propriétaire du lot A et B ne pourrait pas vendre le lot B, par exemple, sans obtenir l'autorisation de la CPTEQ, puisque les lots sont réputés comme étant contigus. Autrement dit, là, si les lots sont côte à côte, comme on le voit ici, même s'il y a un chemin public qui coupe les deux lots, c'est considéré comme étant contigu. Donc, ce n'est pas autorisé sans obtenir justement l'autorisation de la CPTEQ. Dans le cas à droite, les deux lots ne sont pas réputés comme étant contigus, ne sont pas côte à côte. Il n'y a pas une limite qui touche du lot A qui touche la limite du lot B. Le propriétaire des lots A et B pourrait vendre le lot B sans l'autorisation de la CPTEQ. Malgré les dispositions qu'on vient de voir, une personne peut, sans l'autorisation de la commission, effectuer une aliénation d'une superficie d'au moins 100 hectares si la superficie résiduelle contiguë formée d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots est au moins 100 hectares. Donc, si, par exemple, le propriétaire d'un lot de 200 hectares vient diviser ce lot-là en deux superficies de 100 hectares, puis se conserve une des superficies de 100 hectares, ça peut se faire sans l'autorisation de la CPTEQ. Bien, on s'entend, 200 hectares, c'est quand même une très, très, très grande superficie. Quelques exceptions pour un producteur là, au niveau du lotissement et des obligations envers la CPTEQ. Une personne peut, sans l'autorisation de la commission, aliéner un lot ou une partie d'un lot lorsque l'aliénation est faite en faveur d'un producteur qui est propriétaire du lot ou d'une partie de l'eau contiguë au lot ou à la partie de l'eau aliénée. Le vendeur demeure propriétaire d'un ou plusieurs lots ou parties de l'eau d'une superficie résiduelle continue d'au moins 40 hectares.
L'aliénation rend l'acheteur propriétaire d'un ou plusieurs lots ou parties de lots d'une superficie contiguë à la superficie résiduelle dont le vendeur est demeuré propriétaire d'au moins 40 hectares. L'aliénation n'a pas pour effet de morceler une érablière. Autrement dit, comme dans le cas illustré en haut, le propriétaire du lot A de 60 hectares pourrait céder au producteur propriétaire du lot B, en rouge, une superficie de 20 hectares pour qu'il en résulte deux superficies contiguës de 40 hectares. Ça ne prend pas l'autorisation de la CPTEQ pour procéder à ce type d'aliénation-là. Mais si le propriétaire du lot A de 60 hectares ne cède que 10 hectares, par exemple, au propriétaire producteur lot B qui n'avait que 20 hectares, puis que ça porte sa superficie à 30 hectares, à ce moment-là, ça va prendre des autorisations de la CPTEQ. Une demande devra être déposée à la commission. En résumé, ce que l'on vient de voir au niveau de la CPTEQ, une demande est nécessaire pour exercer un usage non agricole, couper des érables dans un potentiel acéricole et morceler un lot en zone agricole, hormis pour les cas d'exception que je vous ai présentés précédemment. Je sais que c'est rapide comme survol là, des différentes obligations. Puis je reviens là, avec cette diapositive-là pour faire un résumé là, de la présentation. Pour vos projets, là, vous devez valider si des autorisations sont nécessaires auprès des municipalités, de la CPTEQ, du ministère de l'Environnement et possiblement d'autres organismes ou instances ou ministères comme nous, le MAPAC, pour des projets de transformation alimentaire, par exemple. Ça peut vous éviter des mauvaises surprises, ça peut vous éviter des contretemps, des délais supplémentaires. Je vous le dis, faites-le en amont du processus, faites vos vérifications. Je vous remercie de votre attention. Si jamais vous avez des questions, là, je vous invite à me contacter par courriel ou par téléphone. Vous allez trouver mes coordonnées à l'écran là, à l'instant. Merci.